Je suis enseignante et je crois dans l'école. Pour moi, un des rôles de l'école, c'est d'amener ses élèves là où ils n'iraient pas tout seuls. Je vais vous parler des rencontres improbables. Depuis 2002, je suis enseignante en classe relais. Les classes relais accueillent des collégiens, donc entre 11 et 16 ans, en décrochage scolaire. Le décrochage se manifeste de plusieurs façons. Ça peut être déscolarisation totale, allant jusqu'à la phobie, absentéisme. Ça peut être aussi des élèves qui ont des comportements incivilités, provocations. C'est d'ailleurs les reportages qu'on voit souvent quand il y a des reportages sur les classes relais aux journaux télévisés. Mais ça peut être aussi des élèves qui sont présents physiquement et dans une très grande passivité et qui sont donc des décrocheurs silencieux. Donc je travaille avec des élèves qui sont en difficulté, qui sont en difficulté à l'école, mais qui mettent aussi l'institution en difficulté. Un accompagnement en classe relais peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais ça n'excède jamais une année scolaire pour ne pas que ce soit un palier d'orientation. Donc chaque mois, il y a des entrées et des sorties permanentes. Il y a 300 classes relais en France. Sur Brest, il y a 2 classes relais et nous avons fait le choix de fonctionner en temps partagé. C'est-à-dire, l'élève est à son collège, il reste dans sa classe de collège et il vient 2 ou 3 demi-journées sur le dispositif relais. On a fait ce choix de fonctionnement, qui est un peu particulier. Comme ça, il n'y a pas de rupture avec la classe ordinaire. Donc c'est important pour les adolescents d'être comme les autres. Et en plus, ça nous permet de fonctionner avec des tout petits groupes. 3, 4, 5 élèves. Donc dans une semaine, je peux voir 12 jeunes, et sur une année, entre 20 et 25. Un accompagnement en classe relais, ça démarre par un premier entretien. Même fils arrive, il est accompagné avec sa mère. Lors du premier entretien, je demande toujours à l'élève de décliner un petit peu son parcours scolaire, qui me parle de comment ça s'est passé. Alors je lui demande, ton école maternelle, c'était où? Il me dit, pas de souci. Est-ce que tu as des souvenirs, petite section, moyenne section, des bons, des mauvais souvenirs? Il me dit, j'étais nul. Bon. On passe à l'école primaire, on décline les classes, CP, CE1, et là, rien ne vient à part, j'étais nul. Actuellement, il est scolarisé en 4e. On arrive au collège, et là, tout de suite, il me dit « encore plus nul ». Les élèves de classe relais ont tous des histoires singulières. Mais il y a quelque chose qui est récurrent chez tous ces jeunes, c'est qu'ils ont une image très dégradée d'eux-mêmes. Ils ne se sentent pas capables de construire. Et finalement, quand on n'est pas capable de construire, eh ben, autant fuir, se replier sur soi-même, ou bien refuser. Que faire? Comment faire? Bon, si je reproduis les mêmes choses que dans les classes ordinaires, ben ça générera les mêmes effets et ça ancrera en plus les difficultés. Bon, je suis enseignante, j'ai donc les mêmes objectifs que mes collègues et j'ai aussi les mêmes exigences, à savoir l'acquisition du socle commun. Le projet que je vais vous présenter ce soir, que j'ai mis en place dès ma 2e année de classe relais, c'est le croisement entre 2 réflexions et 3 constats. Première réflexion, la priorité, c'est justement de redonner une image positive à ces jeunes de façon à ce qu'ils osent aller vers des nouveaux apprentissages, qu'ils prennent plaisir à apprendre, donc vraiment leur redonner confiance en eux. Deuxième réflexion, ça c'est une conviction, il est important de proposer aux élèves des tâches complexes, à ne pas confondre avec compliquées. Même si on est en difficulté, à trop simplifier le travail, ça maintient l'élève dans le faire, la réalisation, au détriment de la réflexion. Et du coup, ça les rend dépendants de l'expert, de celui qui sait. Et donc, ça les ancre encore plus dans une forme de passivité, d'attentisme. Donc, le choix pédagogique que j'ai fait, c'est de proposer des élèves des tâches complexes et ancrées dans le réel, faire pour de vrai, en fonctionnant en mode projet. Et les 3 constats, donc, qui m'ont amené à proposer le projet. Premier constat, dans la société, les publics personnes âgées et adolescents ne se rencontrent pas ou quasiment pas de façon spontanée, il n'y a pas d'endroit. Et on sait que la méconnaissance génère des clichés, le rejet. Donc, premier constat. Deuxième constat, on est en 2003, on dit que les adolescents, ils savent utiliser Internet, ils sont nés avec.
Or, certes, ils ont des habiletés, mais ils font toujours les mêmes choses. Et troisième constat, les personnes âgées ne connaissent pas Internet ou peu. Or, si on ne les associe pas à ce mode de communication et à cette culture numérique, ils seront encore plus mis à l'écart de la société. Moi, je me souviens de ma mère qui regardait son journal Ouest France et qui était très agacée de voir ces 3W et qui me demandait toujours « mais c'est quoi ces 3W ?» Donc le croisement de ces deux réflexions et de ces trois constats m'ont amené à proposer le projet Intergénération. Intergénération, c'est la rencontre entre les collégiens de classe relais et des personnes âgées qui sont en résidence autour d'Internet. Les élèves, après une formation à l'utilisation réfléchie, raisonnée et construite d'Internet, et puis une sensibilisation à la posture de formateur, se rendent 2 fois par semaine donc dans la résidence pour animer des ateliers afin de faire découvrir Internet, d'expliquer, de montrer donc, aux résidents. On a mis en place les premiers ateliers en 2003. Alors vous, dites-vous bien, qu'est-ce que je faisais avec Internet en 2003 ? Nous, on a mis dans la maison de retraite les premiers ateliers en 2003. Lors du premier atelier, la rencontre pourtant improbable entre les personnes âgées, la rencontre a eu lieu. Les élèves ont pris leur rôle de formateur très au sérieux. On leur avait confié une mission faire pour de vrai, donc on leur reconnaissait un savoir. Et les personnes âgées, elles étaient ravies d'être intéressantes pour les adolescents. En plus, elles faisaient autre chose que ce qu'elles faisaient habituellement à la résidence. Elles se sentaient aussi capables d'aller vers la nouveauté, ce qui est quand même rassurant. Et puis, elles se rendaient compte qu'elles avaient encore un rôle dans l'éducation de ces adolescents-là qui mettent quand même l'institution en difficulté. Donc, le projet, après, a continué. Le contenu des ateliers a évolué en fonction de l'évolution de la technique, mais le fonctionnement est toujours resté un petit peu pareil. À savoir, les élèves, avant d'aller à l'atelier, ils préparent des activités, ils les testent, ils font des supports de formation. Alors, c'est intéressant parce qu'ils se mettent à la place des personnes âgées, ils changent de point de vue, et quand on change de point de vue, c'est quand même le début de l'ouverture. En arrivant à l'atelier, qui peut accueillir entre 5 et 15 personnes âgées, les 3, 4, 5 collégiens serrent la main à toutes les personnes présentes, et puis les personnes âgées sont déjà souvent installées devant les ordinateurs, et donc là, c'est parti pour 1 heure. Les élèves prennent en main l'atelier. J'avais oublié de vous dire quand même, on est en 2003, quand j'avais proposé l'atelier Intergénération, il y avait des partenaires qui avaient dit tout de suite « OK ». Notamment un directeur de résidence, il a dit « Moi, je veux bien que ça se passe dans ma résidence ». Une association de Brest, Infini, avait proposé de m'aider à former les adolescents. Et puis, la ville de Brest avait installé dans la résidence une salle uniquement pour les ateliers, avec des ordinateurs. Cette salle, d'ailleurs, a été ouverte après au public et est devenue un PAPI, un point d'accès public à Internet. Donc là, on est à l'atelier, donc vous visualisez. Donc c'est parti pour 1 heure. Steven, aujourd'hui, il a apporté son rapport de stage. Il avait parlé avec Jean de son stage qu'il allait faire en plomberie, parce que Jean, quand il était en activité, il travaillait dans le bâtiment. 2 jours avant, Steven m'avait rendu son rapport de stage. J'avais dit mon étonnement quand j'avais vu qu'il avait rédigé son rapport de stage en police, en taille 36. Et il me dit, ben oui, mais Jean, il ne voit pas bien. Alors il avait fait ce choix. Marie-Louise est déjà installée. Marie-Louise est en fauteuil roulant, est déjà installée. Elle lève difficilement la tête pour regarder l'écran. Elle a l'habitude de travailler avec Juan. Juan s'installe à côté d'elle. Et puis aujourd'hui, elle a décidé de répondre à sa cousine. Donc elle dicte son courrier électronique. Juan est au clavier. Elle regarde quand même à l'écran parce que Juan et l'orthographe, c'est pas toujours... elle épelle éventuellement les mots. Et Juan avait précautionneusement agrandi les caractères. Juan est un élève qui a un parcours scolaire assez agité, émaillé de plusieurs conseils de discipline. Problème de comportement. Et à la fin de son temps au dispositif relais, dernier atelier, il me dit j'aimerais bien partir plus tôt parce que j'ai envie de passer chez la fleuriste pour acheter une rose parce que j'ai envie de l'offrir à Marie-Louise. En fin d'atelier, on entend les personnes âgées qui remercient les collégiens. J'entends Gaëtan dire finalement on oublie qu'ils sont vieux. On leur parle comme à des potes, enfin avec le respect quand même. Les élèves utilisent des méthodes actives
pour animer les ateliers. Et notamment, ils mettent les personnes âgées en situation de production. Ce n'est pas tout, hein, d'utiliser Internet comme des consommateurs, c'est mieux d'être acteurs. Donc, on a proposé des activités de coécriture, et notamment un blog. On avait ouvert un blog, Blogage, qui était bilingue, français normalisé et langage SMS. Cette expérience était assez cocasse parce que les personnes âgées étaient ravies d'apprendre le langage SMS. Comme ça, ils pouvaient épater leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants. Et les collégiens, ils pouvaient profiter des compétences des personnes âgées. On était bien sur un échange de compétences. La résidence accueille aussi des retraités qui viennent faire différentes activités. Et puis on a vu ces retraités se rapprocher du PAPI, du point d'accès public à Internet, donc de notre salle. Notre porte est toujours ouverte. Ils sont rentrés, ils sont restés et ils sont revenus. Du coup, on s'est retrouvé avec 3 générations. Les très âgés, jusqu'à 95-96 ans, les retraités et les collégiens. Là, le contenu des ateliers s'est enrichi parce que les demandes étaient plus précises. L'arrivée des réseaux sociaux, les élèves ont formé les personnes âgées à utiliser Facebook, Skype, enfin, etc. Et parfois, l'élève était amené à faire une présentation à tout le groupe. Et il était obligé de demander, Iltomanette était obligé de demander un petit peu le silence parce que ça bavardait, quoi. Et quand je croisais le regard de l'élève, je voyais bien qu'il prenait la mesure de la posture pas toujours facile du formateur ou de l'enseignant. On s'est rendu compte que les personnes âgées montaient en compétences. Donc on a voulu faire de la validation des acquis. Les collégiens ont créé des brevets. Et là, les personnes âgées étaient tout à fait dans la posture d'apprenant parce qu'ils stressaient avant de passer le brevet. Et puis, ils étaient drôlement émus le jour où ils recevaient le brevet parce qu'ils avaient les félicitations du formateur. En 2012, les tablettes sont arrivées. Et on a vite vu que la prise en main des tablettes était compliquée pour les personnes âgées. Donc, on a imaginé faire un écran d'accueil simplifié avec des icônes plus grandes, des raccourcis plus évidents. Donc, toujours avec les élèves. Quand je dis « on », c'est toujours avec les élèves. Et du coup, on s'est rapproché d'étudiants ingénieurs de Télécom Bretagne. Nouvelle rencontre improbable. Parce que les étudiants ingénieurs, c'est les élèves pour qui l'école, ça a été une réussite. Et les collégiens, c'est un peu compliqué, donc ils ne se croisent pas trop. Donc on s'est rapproché des étudiants ingénieurs, on a très bien collaboré, on a mis en place une application qui s'appelle Papy Launcher. Et à la fin, je voyais bien les élèves me dire « Oh, finalement, ils sont sympas », et ils se trouvaient même des centres d'intérêt commun. Puis, on a continué cette collaboration. On a fait l'acquisition d'un robot humanoïde en 2014, Nao. Et là, que faire avec Nao? Tâche complexe, toujours avec les élèves. Qu'est-ce qu'on va faire? Il était évident que Nao allait venir aux ateliers intergénération. Donc là, on s'est rapproché de nouveaux étudiants. Là, c'était des designers qui sont venus avec nous à des ateliers pour voir comment Nao peut venir en aide aux personnes en perte d'autonomie. La première sortie de Nao à l'atelier intergénération, ça a été un grand moment, la rencontre entre Nao et les personnes âgées, un grand moment d'émotion. Nouvelle rencontre improbable. Et Nao devenait un vecteur de lien social. Donc on a créé des scénarios pour utiliser Nao, et pour la mise en place des applications, on a fait appel à nos étudiants ingénieurs avec qui on avait déjà eu des contacts. Toutes ces rencontres improbables-là, elles ont contribué à ce que ces élèves retrouvent confiance en eux. Du coup, ils se sont réinvestis dans des travaux proposés, ont retrouvé l'envie et même le goût d'apprendre, et ils ont modifié leur rapport au savoir, donc ils ont raccroché. Au collège, on est trop nombreux, les profs n'ont pas assez de temps pour bien s'occuper de nous. On ne se sent pas intégré, et ça nous fait décrocher, et même parfois déraper. Et quand on se sent écouté, ça nous aide à avancer et à mieux communiquer. Ça nous aide aussi à grandir en étant plus respectueux, on est aussi plus respecté. Besoin que l'on nous fasse confiance, très heureux à la résidence où l'on s'exprime différemment. Ça nous apprend à rester calme, et si on est en désaccord, on argumente avec des mots.
moins d'élèves par classe, prendre plus de temps avec chacun, apprendre dans la bienveillance. Avoir des encouragements pour retrouver notre confiance et avoir envie d'étudier. Et pour qu'on ait tous un métier, puis être fiers de ce qu'on fait, cuisinier, plombier ou médecin. Ou marin tant qu'on en est fier, et apprendre à chacun son rythme, s'instruire pour aller de l'avant. Personne n'est comme tout le monde, pas les mêmes chances pour réussir. On est tous différents des autres. Pouvoir grandir sans des regrets, ouvrir grand les yeux sur le monde, croire en ses rêves, croire en la vie, et avoir un projet commun, être aidé par des étudiants. Sans eux on n'y arriverait pas. Ils sont doux quand ils nous parlent, comme si on était des grands. Ils nous écoutent, nous font confiance. Ces élèves ont tous tant à dire. Elles ont tant à nous apprendre. Prenons le temps de les écouter. Considérons-les comme valables. Ils savent ce qui les met en échec. Et faisons ensemble un collège pour le bien-être de tous et de toutes. Mélanger les générations, créer des opportunités de rencontres improbables, faire confiance, aider les personnes à retrouver confiance en elles, ça génère une dynamique pour pouvoir faire, créer ensemble et donc mieux vivre ensemble, parce que pour mieux vivre ensemble, il faut faire ensemble. Au fait, au début, j'ai dit « je suis enseignante », je rectifie. J'étais enseignante jusqu'au 1er septembre. Maintenant, c'est à vous. Je vous fais confiance. De là où vous êtes, avec vos moyens, imaginez comment créer des rencontres improbables et surtout oser et osons